Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Un livre, paru début septembre 2024, raconte une histoire oubliée. Celle de Gérard Cousin, surnommé Gérard de Suresnes, un SDF devenu à la fin des années 1990 une voix familière des auditeurs de Fun Radio. Gérard qui, au départ, appelait Fun Radio d'une cabine téléphonique au pied de son immeuble HLM à Suresnes dans les Hauts-de-Seine, s'est vu confier une émission, Les Débats de Gérard, une vraie fausse émission dont le véritable but était en réalité de rire aux dépens de son animateur. Ce livre, intitulé Le Conte de minuit, est paru chez De Noël. Son auteur est un journaliste indépendant, un ancien du Parisien, Thibaut Ress. Il est dans Code Source aujourd'hui. Thibaut Ress, vous êtes un ancien fait diversier du Parisien et cette histoire commence le soir des attentats du vendredi 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Ce soir-là, vous êtes dans le quartier du Bataclan. Vous allez ensuite couvrir cette actualité dramatique tous les jours qui suivent en dormant le minimum. Et après coup, il y a une chose tout à fait anecdotique et beaucoup moins dramatique que vous retenez de cette soirée. Oui, quand on suit une actualité comme les attentats du 13 novembre, il y a un aspect évidemment enquête, et puis il y a aussi un aspect veille. Voir ce que les confrères sortent sur les attentats, sur le récit de cette soirée. Et il y a un article sur lequel je tombe comme ça, qui est un portrait du speaker du Stade de France, qui était présent ce soir-là au match France-Allemagne. Et ce soir-là, il a réussi à garder son calme, et de cette manière d'évacuer le Stade de France en évitant des mouvements de foule meurtriers. Et ce speaker, c'était Max. Et ce nom, Max, la photo de cet homme, va me ramener 25 ans en arrière. Il était animateur d'une émission de libre antenne sur Fun Radio. Et voir ce nom, voir ce visage, va me ramener dans le secret de mon lit, de mes insomnies adolescentes, où j'écoutais cette émission sur Fun Radio, au casque, avec mon Walkman, avec mes parents qui dormaient dans la chambre d'à côté, et où je me bidonnais parce que c'était une émission pour les jeunes, qui était vraiment hyper marrante, quoi. Vous vous replongez sur Internet dans l'histoire de cette émission et finalement c'est un autre personnage qui retient votre attention, Gérard, un habitant de Suresnes, qui va devenir Gérard de Suresnes. Gérard de Suresnes, c'était un auditeur au départ de cette libre antenne de Fun Radio, un simple auditeur qui récitait des poèmes d'amour depuis une cabine téléphonique en bas de son HLM. Et au fur et à mesure, il est devenu un peu la coqueluche des auditeurs jusqu'à obtenir sa propre émission le jeudi soir sur Fun Radio, une émission qui était une émission de débat où Gérard venait avec un thème et discutait avec des auditeurs. Mais la particularité de cette émission, c'est que c'était en réalité un dîner de cons radiophonique géant où Gérard de Suresnes était le souffre-douleur. Vous découvrez à ce moment-là que Gérard est mort en 2005 à 43 ans. Il est mort seul dans l'indifférence générale. Et cette histoire d'un marginal qui a été SDF, qui est devenu une voix de Fun Radio, vous fascine. Vous décidez d'en faire un livre et vous allez travailler sur ce sujet pendant 5 ans. Vous allez maintenant nous résumer cette histoire. Je précise que dans votre livre, Le Conte de minuit, il y a énormément de détails. Ici, on va simplement donc résumer l'histoire. Le vrai nom de Gérard de Suresnes, c'est Gérard Cousin. Il est né le 17 juin 1961 à Puteaux et il a une enfance compliquée. Ses parents sont deux ouvriers alcooliques. Ils vivent dans ce qu'on appelait un meublé à l'époque, c'est-à-dire une espèce d'hôtel social dans le centre-ville de Puteaux. Très rapidement après la naissance de Gérard, quand il a 5 mois, son père va être déchu de son autorité parentale. C'est un homme qui était devenu quasiment un SDF sous son propre toit, qui était en voie de marginalisation avancée et donc qui va être mis à la porte par la mère de Gérard, sachant qu'ils avaient précédemment 7 enfants dont la garde leur avait été déjà retirée par les services sociaux. Et puis, pendant les années qui suivent, Gérard va être placé dans des structures sociales par sa mère et récupéré de manière comme ça intempestive pendant des années et des années, jusqu'à être placé dans un institut spécialisé à la campagne, où à nouveau sa mère va demander à le récupérer, puis va le replacer, ce qui va créer évidemment chez Gérard d'énormes carences affectives. Gérard de Suresnes a des capacités intellectuelles limitées, il est aussi immature et il a du mal à s'insérer dans la vie active.
Oui, il a beaucoup de mal parce que il y a toujours cette figure tutélaire de la mère qui, lorsque Gérard a 18 ans, va le mettre au travail sans aucun diplôme. Et ces petits boulots d'intérim qu'il va faire, ça va pas le rendre très heureux. Donc il va régulièrement prendre la poudre d'escampette, prendre des trains, aller à la campagne, pêcher le gardon et échapper comme ça à cette tutelle très encombrante de sa mère. Et puis petit à petit, il va sombrer dans la marginalité. Gérard se retrouve à la rue. Quand il a une petite vingtaine d'années, il est hébergé à plusieurs reprises dans un foyer pour sans-abri à Nanterre, près de Paris. Gérard va quand même être marié pendant quelques années. Oui, il va rebondir à Lyon, il va trouver un petit boulot, il va rencontrer une femme, il va se marier avec elle, il va avoir un enfant et tous vont s'installer en région parisienne, tout près de là où vit la mère de Gérard, qui reste cette figure quand même très importante dans sa vie, quoique toxique. Mais finalement, Gérard ne va pas s'occuper de cette fille, Roselyne, qu'il a avec sa femme Éliane. Il a du mal à garder un travail, Gérard. Il est déjà assez adepte de la boisson. Et puis, va survenir un accident de camion. Gérard travaille comme chauffeur routier à l'époque. Et cet accident de camion va être un accident très grave qui va l'obliger à se mettre d'abord en arrêt de travail et puis qui va le rendre incapable de poursuivre son activité. Et à partir de là, c'est un peu la descente aux enfers. Sa femme va partir avec leur fille. Ils vont divorcer. Et là, ça va être véritablement le début d'une longue descente aux enfers. Après son divorce, il parvient à trouver un logement HLM à Suresnes. En 1995, quand il a 34 ans, il écoute Fun Radio, comme des centaines de milliers de personnes, principalement des adolescents, il faut le dire. Fun Radio est notamment une émission de libre antenne présentée par l'animateur Max. 21h minuit, Max. La radio, vous êtes là les mecs? À quoi ressemble cette libre antenne ? C'est vraiment une libre antenne foutraque, c'est-à-dire qu'on est à l'époque où la FM française copie un peu les codes de la FM américaine et notamment Howard Stern, qui est cet animateur totalement déglingo qui interviewe des tueurs en série, qui invite des stars du porno à l'antenne. Et l'émission de Max, c'est un petit peu la version française de cette libre antenne un peu punk. On appelle pour raconter ses problèmes de cœur, pour faire un canular à sa grand-mère, pour chanter une chanson à la guitare sèche. Et j'ai bien. Ouais. Sur notre souvent dans le noir, tout ça dans les jardins et dans les squares. Pour les aider, il y a une association pour les nains de jardin, le Fonds de Libération. Et donc c'est une émission où tout peut se passer, tout est possible, et où aussi on donne la parole à des gens que les autres radios ont tendance un peu à écarter avec le filtre du standard, des gens qui appellent et qui racontent tout et n'importe quoi, parfois avec un petit coup dans le nez, et ça amuse beaucoup les auditeurs, ça amuse beaucoup Max aussi. Gérard appelle au standard de Fun pour la première fois un soir d'hiver 1995. Il est comment à l'antenne dans ses premiers appels ? Il appelle depuis la cabine téléphonique en bas de son HLM, il est en tongs, il fait assez froid, on est au mois de décembre. Il a manifestement bu un petit coup et il veut réciter des poèmes d'amour. Il se trouve que Gérard à ce moment-là, il est célibataire, sa femme est partie avec leur fille et il souffre de cette solitude sentimentale. Et donc son but quand il appelle Fun Radio et qu'il récite ses poèmes d'amour, très clairement, c'est d'essayer de séduire une auditrice. Gérard, qui nous a fait la surprise d'être là ce soir. Certains poèmes que tu as écrits, on va les écouter. C'est parti. Alors, ma princesse, serre-moi fort dans tes bras, dans un chant de chicorée. Ma princesse, serre-moi fort dans tes bras, dans un chant d'asperges. Ma princesse, serre-moi fort dans tes bras, dans un chant de bleuet. Les auditeurs réagissent comment quand ils l'entendent à l'antenne ? Alors au départ, c'est de la moquerie. On ne peut pas dire que ce soit des poèmes très inspirés, c'est pas très bien écrit, c'est très naïf en vérité. Et donc la première réaction de l'animateur et des auditeurs, c'est de rigoler. Combien de temps il te faut pour écrire un truc pareil ? Il me faut 5 minutes à peu près. Et là, on va continuer comme Si peu de temps que ça, attends, mais... Bah oui, mais ça va vite avec moi. Quoi qu'une fois qu'on a trouvé le filon, après, effectivement, il y a de quoi en enquiller pas mal. Au bout de quelques jours, puisque Gérard va repasser à l'antenne dans les jours suivants, il va y avoir un petit retournement de situation, c'est-à-dire que Max, avec la complicité des auditeurs, va couvrir Gérard de louanges, lui dire que ses poèmes sont magnifiques, et c'est comme ça que Gérard va devenir une figure de l'antenne. À partir du mois de décembre 1996, Gérard Cousin, surnommé Gérard de Suresnes, vient régulièrement à la radio, à Fun Radio, et il anime sa propre émission.
Il va commencer par discuter avec les auditeurs de manière tout à fait informelle. Et puis ça fonctionne bien, il interagit bien, il n'a pas peur du micro. Et au bout d'un moment, il va avoir sa propre émission avec l'obligation de venir en studio avec un sujet de débat. Et c'est comme ça que vont naître les fameux débats de Gérard. Donc le premier débat, l'intelligence est-il nécessaire pour vous? Sans l'intelligence, on pense à rien. Non mais attends, t'as pas besoin de vivre avec l'intelligence. Regarde Gérard, c'est ce qu'il fait. Par exemple, sur Gérard, par exemple. L'animateur, Max, les auditeurs jouent avec Gérard, ils se moquent de lui, plus ou moins indirectement. Ils s'amusent à le faire sortir de ses gonds. Qu'est-ce qui énerve Gérard ? Ce qui va l'énerver, ce sont les allusions à sa vie privée. Gérard a eu le tort, dès le début, de partager des moments de vie privée, par exemple ses conquêtes féminines. Il y a aussi le sujet de sa fille. Alors c'est une ligne rouge quand même qui est rarement franchie, mais parfois de faux auditeurs font allusion à cette fille et à cette blessure en vérité que porte Gérard. On va se moquer de son alcoolisme qui est notoire. On va se moquer de son hygiène, paraît-il, douteuse. Ça fait partie comme ça de ces légendes qui sont perpétuées à l'antenne. Puis on va se moquer aussi de ses fautes de français, de son inculture qui elle aussi est notoire. Semaine après semaine, Gérard revient au micro, continue à être persuadé qu'il anime une émission de débat, alors qu'en fait tout le monde sait que le but principal du programme c'est de le faire s'énerver. Sandrine, bonsoir. Bonsoir Gérard. Sex Machine. Bonsoir les filles, bonsoir Gérard, bonsoir Olivier. Hop, Bonsoir. dégage-moi Sex Machine. Pourquoi J'ai rien fait. Mais pourquoi? Non, mais attends. J'ai dit, je veux pas des habituels. Mais je suis pas un habituel. Non, presque pas. C'est un habituel, tu crois? Bon, on verra après, on verra. Non, mais attends. On verra après, Gérard. Continue à présenter les gens. Non. Continue. Sex Machine, il dégage. Gérard, d'accord. Il Continue à dégage. présenter les gens. Bonne Ok, nuit. il va changer de prénom, il dégage. Allez. Au fur et à mesure, une mécanique s'installe. D'abord, quel rôle jouent les standardistes ? Ils ont un peu un rôle de thermostat, c'est-à-dire que des auditeurs sont conviés à l'antenne, vont se moquer frontalement de Gérard, qui va s'énerver, et donc à partir de là, les standardistes vont essayer de faire rentrer à l'antenne des auditeurs qui vont avoir pour rôle, au contraire, de le calmer. Et donc on va être tout le temps dans cette espèce de chaud-froid qui permet de maintenir Gérard à température, jusqu'au moment où, dans une liste de bons clients qui a été faite par les standardistes, ces bons clients qui ont compris la mécanique secrète du programme, eh bien 4 auditeurs, faux auditeurs vont être sélectionnés et vont obtenir le statut de convives exclusifs de ces dîners de cons. Et donc, il change de casquette à chaque fois, il change de personnage ? Oui, ils changent de pseudonyme à l'antenne, il y en a qui se couvrent la voix, il y en a qui essayent de prendre des accents par exemple, et le prodige, si je puis dire, c'est que Gérard tombe dans le panneau à chaque fois. Max, il a quelle attitude ? Il a quel rôle face à tout ça ? Alors Max, pendant l'émission des débats de Gérard, il n'est pas en studio, il est dans son bureau qui est attenant au studio et il écoute l'émission, il en est le premier fan. Et parfois, quand vraiment ça dérape, quand Gérard ne cesse de hurler, quand les auditeurs font preuve d'une agressivité trop importante, il va rentrer en studio, il va calmer tout le monde, puis il va retourner dans son petit bureau, il va continuer à écouter l'émission. Et Gérard, il ne comprend pas en clair qu'on se moque de lui ? Non, il ne comprend pas qu'on se moque de lui. On a plusieurs indices qui nous permettent de l'affirmer. D'abord, Gérard continue de venir semaine après semaine avec ses thèmes de débat, alors qu'il n'est jamais question de débattre de ces thèmes à l'antenne. Et d'ailleurs, sur 2 heures de débat, il va être question du thème peut-être 5 ou 10 minutes, mais pas plus. Et puis Gérard, systématiquement, quand l'émission s'ouvre, il demande aux standardistes de faire correctement leur travail. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris que précisément, ils faisaient très bien leur travail en sélectionnant des auditeurs qui sont là pour le faire bisquer. Ça va durer des années pour des centaines de milliers d'ados qui écoutent ça tard le soir après minuit avec leur Walkman sous leur couette. Gérard devient un personnage familier. Oui, c'est tout le paradoxe de cette histoire, c'est-à-dire que évidemment, les auditeurs sont avant tout là pour se moquer de Gérard et en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une vraie affection pour cet homme-là. On était touché par cette sincérité, par cette naïveté totalement désarmante et donc, autant on se moque de lui à l'antenne, autant hors antenne, Gérard devient une petite célébrité, signe des autographes et partout où il va, notamment en boîte de nuit, il est suivi par une nuée d'admirateurs. Et Gérard, avec ses cheveux bruns, sa petite moustache noire, devient effectivement un visage connu. Au printemps 1997, au mois de mai, Max réussit à faire venir Gérard à Cannes, au Festival de Cannes, avec la petite délégation de Fun Radio. Et bien sûr, il a une idée en tête, provoquer des situations improbables avec Gérard de Suresnes.
Oui, Gérard de Suresnes, ancien routier au chômage, qui vit en HLM à Suresnes, dans le cadre cannois du festival, des paillettes et des stars, ça peut donner un cocktail assez détonnant et assez amusant. Et donc, quand Gérard vient, il est équipé d'un micro sans fil et il va avoir pour mission d'aller récupérer les clés de sa chambre d'hôtel, c'est ce qu'on lui dit à l'antenne, tout ça se passe à l'antenne, et qu'il faut qu'il aille au Carlton pour récupérer sa clé, sans quoi il va dormir dehors le soir même. Et évidemment, tout ça est à nouveau un canular. Gérard va au Carlton, demande la clé de son hôtel. Évidemment, le réceptionniste ne l'a pas. Et à ce moment-là, Max va lui dire « Mais on s'est trompé, il faut que tu ailles au Martinez. C'est au Martinez que ta clé t'attend. » Et à nouveau, il était conduit. En vérité, Gérard dormait, comme tout le reste de l'équipe, dans un appart-hôtel à la Boca. Et donc, tout ça était une nouvelle fois un show-strap. En avril 1998, Gérard va même à New York avec sa compagne du moment, Sandy. Fun l'envoie là-bas pour assister à l'avant-première mondiale du film Godzilla avec Jean Reno et Mathieu Broderick. À l'antenne de Fun, ça ne donnera rien de croustillant. Dans ses points en direct, Gérard ne semble pas inspiré. Mais quand même, pour lui, Thibaut Ress, ce n'est pas rien d'aller à New York. C'est incroyable quand même, c'est-à-dire que à nouveau on parle de quelqu'un qui était en voie de marginalisation dans son HLM seul, qui buvait toute la journée et qui va se retrouver sur le tapis rouge du Madison Square Garden, entouré d'une nuée de photographes, de reporters et d'un parterre de stars incroyables. On parle ici de Jean Reno, Mathieu Broderick, Sarah Jessica Parker. À l'after party où Gérard est convié, il y aura Jennifer Lopez, qui est peut-être la plus grande star mondiale à l'époque. Puis il faut aussi dire quand même que pendant ce séjour new-yorkais qui va durer 2 jours, il va être logé au Waldorf Astoria, qui est, et peut-être encore aujourd'hui, le plus beau palace de New York, et donc par extension peut-être le plus beau palace du monde. Thibaut Ress, au fil des années, le concept des débats de Gérard s'épuise. Le concept va quand même finir par s'essouffler. Il y a des standardistes qui quittent l'antenne, qui trouvent que la blague a suffisamment duré. Il y a même certains directeurs d'antenne qui n'approuvent pas l'émission, mais elle perdure, comme si Max finalement n'arrivait pas à appuyer sur le bouton stop. Et au tournant de l'année 2001-2002, les débats de Gérard, ça devient vraiment un jeu de massacre, c'est totalement inaudible. Les personnes autour de lui n'ont plus aucune forme de respect, et Gérard s'énerve de plus en plus rapidement et de plus en plus fort. À cette période, après l'émission, Gérard dialogue avec les auditeurs les plus motivés, la nuit, sur Internet, sur le chat de Fun Radio, et il noue des liens, ce qui le rapproche d'une partie de ses auditeurs très fidèles. À la rentrée 2002, Max et la direction de Fun semblent sur le point de remercier Gérard de Suresnes. Le 30 octobre 2002, celui-ci va leur donner une occasion rêvée, avec un dérapage à l'antenne. Oui, alors c'est un débat qui est consacré ce soir-là au bizutage. Au début de l'émission, Gérard dialogue avec un collégien qui se fait passer pour une femme et qui, depuis déjà plusieurs semaines, fait semblant de séduire Gérard. Et alors que l'émission a commencé depuis une vingtaine de minutes, Gérard va se mettre à hurler « Heil Hitler !» en plein studio, et alors que la discussion ne portait sur rien qui pourrait expliquer ce dérapage verbal. L'émission est tout de suite suspendue, et là, c'est terminé pour Gérard. Il ne passera plus à la radio. Il ne passera plus à la radio. À l'époque, et depuis déjà plus de 2 ans, Gérard vit dans un foyer pour SDF à Nanterre, mais il continue à faire ses débats bénévolement le jeudi soir dans les locaux de la rue Bayard, où se trouve le siège d'RTL et où se trouvent les studios de Fun Radio. Et donc après cette éviction de l'antenne, il va retourner dans son foyer à Nanterre. Il ne va plus jamais avoir de contact avec Fun Radio, qui lui envoie une lettre d'ailleurs pour lui interdire de remettre les pieds dans les studios. Et à ce moment-là, va se créer une espèce de chaîne de solidarité chez les auditeurs de Gérard, qui vont venir lui rendre visite dans son foyer pour SDF, qui vont essayer de le sortir un peu, de lui faire changer les idées, parce qu'évidemment, pour Gérard, l'interruption de cette émission est vécue comme un cataclysme. En décembre 2002, Gérard de Suresnes part vivre dans l'Allier, à Montluçon. Il vit un temps avec une jeune femme qui souffre comme lui d'alcoolisme et qu'il a rencontrée pendant un séjour en hôpital psychiatrique. Physiquement, Gérard de Suresnes décline, il ne sait pas pourquoi, et il va mourir d'un cancer des poumons le 6 mai 2005,
très isolé. Oui, dans la solitude, en vérité, la plus absolue. Il n'a plus de contact avec Fun Radio, il n'a plus de contact avec sa famille, son ex-femme ou sa fille. Il n'a pas d'amis. Et donc, les derniers jours à l'hôpital, on lui demande si il veut essayer de contacter des gens de son entourage, puisque la fin, manifestement, est proche. Et il refuse. Il refuse d'ailleurs aussi les traitements. Et donc, il va être enterré au Carré des Indigents, dans la banlieue de Montluçon, à Désertines. Notre Gérard de Suresnes, qui, on l'a appris en fin de compte par votre intermédiaire il y a un jour ou deux, on a vérifié l'information, il est vrai, c'est pour ça qu'hier nous ne l'avons pas fait, a malheureusement perdu la vie, décédé. J'ai toujours une pensée affective pour Gérard et voilà, en apprenant la nouvelle en début de semaine, forcément on a été tous, moi le premier, extrêmement touchés. Thiborès, la fille de Gérard de Suresnes, Roselyne, a découvert toute cette histoire 2 ans après la mort de son père, qu'elle n'a donc pas connu. Roselyne a perdu tout contact avec son père à partir de l'âge de 4 ans. Et donc 2 ans après son décès, c'est une adolescente. Elle discute avec un copain sur Internet qui lui dit « Tiens, j'ai vu une fiche Wikipédia sur ton père. » Ah bon ? Alors elle va voir. Et là, elle tombe effectivement sur la page Wikipédia de Gérard de Suresnes. Et elle apprend, en lisant cette fiche Wikipédia, dans la même minute, que son père avait été animateur sur une antenne de radio nationale et qu'il est mort 2 ans plus tôt. 12 ans après sa mort en 2017, des fans de Gérard se sont cotisés pour lui offrir une sépulture à son nom. Ils ont procédé à sa réinhumation le 7 juillet 2017 au cimetière de Désertines dans l'Allier, donc près de Montluçon. Ces fans se sont rassemblés et ont lancé une cagnotte qui a atteint très rapidement l'objectif qui était de 5 000 €. Et avec cet argent, ils vont offrir une sépulture digne de ce nom à Gérard. Et ce jour-là, sa fille, Roselyne, est présente. Oui, elle est présente. C'est évidemment un moment de profonde émotion pour elle. Elle va réciter une petite lettre qu'elle a écrite pour son père. Elle lui dit qu'elle l'aime. Elle regrette évidemment toutes ces années passées sans avoir pu le voir. Et tout le paradoxe de cette histoire, c'est qu'elle est entourée d'auditeurs qui, eux, pendant qu'elle n'avait aucune nouvelle de son père, l'écoutaient tous les jeudis soirs à la radio. Thiborès, cette année 2024, le vendredi 6 septembre, vous avez organisé une signature de votre livre « Le Conte de minuit » pour sa sortie dans une librairie juste derrière la mairie du 11e arrondissement de Paris. Et sur place, il y avait environ une 40aine de fans de Gérard. Les fans de Gérard sont encore nombreux. Aujourd'hui, ils sont encore 5000, par exemple, actifs sur 3 pages Facebook différentes. Pourquoi, à votre avis ? Il y a un effet Madeleine de Proust qui joue à plein. Tous les auditeurs de Gérard écoutaient cette émission dans le dos des parents et forcément ça crée des souvenirs qui, 25 ans plus tard, on prend plaisir à convoquer. Tout ce qui va avec les débats de Gérard, le lycée, les copains, la musique, les sorties, les premiers flirts. En vérité, quand on réécoute les débats de Gérard, ce sont tous ces souvenirs-là qu'on convoque. Merci Thiborès. Je redonne les références de votre livre, c'est Le Conte de minuit, publié chez De Noël. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Clara Garnier-Amouroux. Réalisation, Julien Moncouquiol. Vous pouvez nous écrire pour poser vos questions ou nous faire des retours. codesource@leparisien.fr. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas notre 2e podcast, Crime Story. Chaque samedi, une grande affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.